Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième cours sur le temps du développement embryonnaire cette année. On va donc continuer aujourd'hui et terminer sur ce que je vous disais sur ce référentiel temporel qui est tellement intéressant. Et on va voir aujourd'hui avec une étude qui est vraiment magnifique sur comment les mouches en fait, génèrent et mesurent le temps de production de leurs neuroblastes. Ces fameuses cellules souches qui vont donner toutes les populations de neurones qui seront utiles chez l'embryon, comme on l'a vu la semaine passée, chez la larve. Et puis aujourd'hui, on va regarder un peu en détail dans le système visuel. Et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de passionnant, en fait. On terminera ces neuroblastes, ce sujet, cette semaine. Et puis la semaine prochaine, je vous emmènerai alors dans un domaine totalement différent, qui est un autre type de référentiel temporel, qui a été aussi beaucoup travaillé et qui est toujours d'actualité, qui est toujours beaucoup travaillé actuellement, qui est celui de l'horloge de segmentation, donc cette horloge qui fabrique nos segments corporels, à peu près toutes les 5 heures chez les humains, toutes les 2 heures chez la souris. Et on verra un peu comment ça se passe, mais surtout, on verra, comme c'est le cas pour ces neuroblastes, ce qui se passe dans l'actualité, en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans l'étude de cette horloge de segmentation. Voilà. Alors, le temps de différenciation cellulaire, l'exemple des cellules souches neurales chez l'embryon, larve de drosophile, système visuel, médula, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour respecter la tradition, je vais vous faire un petit résumé de l'épisode précédent. Donc, je vous avais raconté la semaine passée, qui est absolument essentiel en fait pour comprendre un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous avais dit la semaine passée qu'il y a 2 grandes vagues de neurogenèse, de production de neurones pendant le développement précoce de la drosophile. Il y a une vague dans l'embryon, et souvenez-vous, je vous parlais de cette structure qui est un neuroépithélium, donc une collection de cellules très bien organisée avec une polarité. Et ce neuroépithélium dans l'embryon va produire des neuroblastes qui vont, eux, produire des cellules progénitrices, ces GMC, qui, elles, vont produire des neurones. Et toute la clé du système, vous vous souvenez, est dans le fait que ces neuroblastes passent au travers d'une division asymétrique et qu'ils vont donc produire un neuroblaste, ce qu'on appelle un self-renewing, donc une cellule qui ressemble beaucoup à ce neuroblaste, d'une part, et d'autre part, une cellule GMC. Dans cette cellule GMC va être fixée l'adresse génétique qui existe dans le neuroblaste. Mais dans le neuroblaste qui est produit à partir du neuroblaste, cette adresse génétique va progresser. Vous vous souvenez, c'était illustré dans cette image-là, où on a donc ce neuroblaste, une division asymétrique qui donne un neuroblaste, une cellule GMC, des neurones. Ce neuroblaste va se rediviser, redonner un neuroblaste, une cellule GMC, des neurones, etc., etc. Mais dans les neuroblastes, on va avoir cette série de facteurs de transcription qui va se dérouler. Donc dans le premier neuroblaste, on va avoir expression du gène Hunchback, dont on a parlé la semaine passée. Dans le deuxième neuroblaste, on va avoir expression du gène Krüppel, puis PDM, puis Castor. Donc ces neuroblastes se ressemblent. On dit que c'est du self-renewing, oui, parce que c'est un neuroblaste qui fait un neuroblaste, mais génétiquement parlant, ils sont un tout petit peu différents les uns des autres, puisqu'à chaque division asymétrique, on produit un neuroblaste qui va avoir une adresse génétique différente. Mais cette adresse va être fixée dans tous les descendants de ce neuroblaste qui ne sont pas des neuroblastes. D'accord ? Donc, cette cellule-là, si on a expression de Hunchback ici, cette cellule-là va exprimer Hunchback, celle-ci va exprimer Krüppel, celles-ci vont exprimer Hunchback, 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 Hunchback. D'accord ? Donc, on a d'un côté une adresse génétique qui évolue dans les neuroblastes, de l'autre côté, des GMC et des neurones qui, eux, vont fixer cette adresse génétique, ce qui va les aider plus tard à se différencier. Alors ceci,
c'est résumé dans ce schéma-là. Je me suis aperçu, en fait, en vous présentant cette figure la semaine passée, qu'elle introduisait une confusion. Il s'agit vraiment de regarder cette figure-là, hein, et puis ensuite on considérera cette figure-là. Dans cette figure, c'est très bien expliqué. On a cette expression ici de hunchback dans ces neuroblastes. Ce neuroblast va se diviser asymétriquement en donnant un neuroblast qui maintenant exprime Krupel, mais là on a hunchback. Maintenant, ce neuroblast Krupel va devenir un neuroblast PDM, mais là on a Krupel et là on a hunchback. D'accord? Donc, les neurones les plus anciens, en fait, ceux qui sont tout en haut ici, vont tous exprimer hunchback. Parce que c'est une destinée qui est fixée. Par contre, les neuroblastes vont continuer à changer génétiquement. D'accord? La figure d'en dessous, en fait, vous montre ce qui se passe quand on essaye d'attaquer ces mécanismes d'épistasie, donc d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe si on enlève hunchback, qu'est-ce qui se passe si on enlève Krupel, qu'est-ce qui se passe si on rajoute hunchback ou si on rajoute Krupel, hein, c'est des manipulations génétiques. Et ce que vous voyez là, ces colonnes, en fait, sont toutes des colonnes qui doivent être comparées à celles-ci en fin de parcours. C'est ce qu'on obtient en fin de parcours. Donc ne comparez pas ça à ça ou ça à ça. C'est à la fin. Et après, on comprend très bien que si on enlève hunchback ici, eh bien, la cellule tout en haut, au lieu d'être hunchback ici, évidemment, elle n'est pas hunchback puisqu'il n'y avait pas de hunchback au départ. D'accord? Par contre, la surprise, c'est que la deuxième cellule ici, celle-ci, exprime Krupel. Ce qui veut dire que même en absence de hunchback, et même en absence de Krupel, etc., on arrive à dérouler cette série de gènes, de facteurs de transcription, qui vont déterminer ces neurones. Et par conséquent, le schéma très simple qu'avaient proposé les auteurs dans ce papier Princeps, hein, qui est le papier de Chris Dow en 2021, où on a hunchback qui active Krupel, hunchback qui réprime PDM, Krupel qui active PDM, PDM qui active Castor, Krupel, etc., etc. Ce schéma n'est pas suffisant pour expliquer cette série de facteurs de transcription, donc n'est pas suffisant pour expliquer la complexité des types neuronaux qui sont générés. Et à cette époque, souvenez-vous, ces auteurs concluent qu'il doit y avoir quelque part une autre horloge qui dépend du cycle cellulaire, qui doit se superposer à cette série de facteurs de transcription. Donc d'un côté, une horloge génétique, si vous voulez, ces facteurs qui s'activent les uns après les autres dans des neuroblastes différents, superposer à ça une sorte d'horloge mitotique, une sorte de compte, si vous voulez, qui ferait que même si on n'a pas de Krupel, on peut tout de même activer la série. Et je vous avais dit la semaine passée que, en fait, c'est une étude de 2001. J'avais insisté sur le fait que c'est vraiment l'étude qui a démarré ce champ de recherche. C'est vraiment l'étude Princeps, hein, la première. Mais apparemment, aujourd'hui, on pense que cette cascade de facteurs de transcription est suffisante. Vous allez voir, elle a été complétée par la suite. Est suffisante pour expliquer cette sorte d'horloge moléculaire dans la détermination des neuroblastes. Voilà, ça c'était pour un résumé succinct de ce que je vous ai raconté la semaine passée. Et avant d'attaquer ce dont j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui, qui est donc cette étude de... Écoutez, je ne peux pas prendre de questions, malheureusement, à cause de la captation vidéo, mais j'y réponds volontiers après le cours. Cette étude du laboratoire de Claude Desplan aux États-Unis, j'aimerais dire un dernier mot sur cette deuxième vague de neuroblastes. Je vous remontre ce schéma pour vous dire encore qu'à l'origine, on a ces neuroblastes dans cette corde ventrale, hein, qui sont ces cellules neuroépithéliales qui vont générer des neuroblastes, puis les neurones de l'embryon. Et puis un peu plus tard, dans la larve, ici, on va avoir la formation des lobes, qui sont un peu l'équivalent de notre cerveau, ces deux gros lobes qui sont antérieurs chez la mouche, avec dans la partie centrale, ici, les neurones du cerveau, et puis dans les parties latérales, ces neurones du système visuel, des optical lobes, les lobes optiques, en fait, OL, sur lesquels on va revenir dans quelques minutes. Mais d'abord, une remarque sur ce schéma. Vous voyez ici,
que ces neuroblastes, donc première vague d'activation des neuroblastes, ici dans ce neuroépithélium, deuxième vague d'activation de ces neuroblastes, ici dans la partie centrale du cerveau, vous voyez que leur taille n'est pas la même. Et en fait, c'est indicatif du fait que dans l'embryon précoce, les choses se passent très vite, les neuroblastes n'ont pas le temps ou ne régénèrent pas leur taille. Et c'est de cette façon qu'on arrive au bout d'un moment où le système est fatigué, s'arrête en fait, et ces neuroblastes vont rentrer en quiescence. La quiescence, c'est une sorte d'hibernation cellulaire, hein, pour faire simple. C'est un mécanisme actif, ce n'est pas que les cellules s'arrêtent, c'est qu'elles mettent en route un programme de quiescence, c'est-à-dire elles vont rester comme ça, sans se diviser, elles vont attendre. Alors pourquoi dans ces neurones-là, dans ces neuroblastes-là, on a une reconstitution de la taille? Bien probablement parce que dans le cerveau, il va falloir produire des neurones, beaucoup plus qu'il va en falloir dans cette petite corne VNC, hein, de ventral nerve cord, dans cette corde ventrale, qui finalement, bon, est nécessaire, mais ce n'est pas quelque chose de totalement critique. Là, on est vraiment dans le cerveau, il va falloir faire beaucoup de neurones, donc on va devoir garder en fait tout le potentiel de ces neuroblastes, et ils vont donc avoir une taille qui sera reconstituée chaque fois jusqu'à évidemment à la fin de la production des neurones. Ce phénomène de quiescence, je vous montre ici la dernière image que j'aimerais vous montrer avant de passer à cette publication. Regardez juste l'image du haut. On retrouve cette séquence des facteurs de transcription dont je vous parlais, Hunchback, Krüppel, PDM, Castor, mais vous voyez que ici on est en 2013 ou 2012, voilà, ici on est en 2012 et il y a déjà un facteur qui s'est rajouté. Donc, au fur et à mesure des ans, en fait, des facteurs se rajoutent dans cette chaîne d'épistasie. Hein. Les auteurs en 2001 n'avaient pas tout découvert de cette chaîne, donc on rajoute des facteurs, ce qui peut-être peut expliquer les problèmes qu'il y a eu dans la dissection génétique de cette épistasie. On voit ici un nouveau facteur qui s'appelle 7-Up, qui était un gène très connu pour d'autres raisons. Donc on a maintenant Hunchback, 7-Up, Krüppel, PDM, Castor, et ici, ces neuroblastes vont rentrer en quiescence. Et puis, plus tard, ces cellules vont sortir de la quiescence dans le cerveau embryonnaire, vont être réactivées, et la façon dont ils sont réactivés, de façon extrêmement curieuse, ils vont se mettre à réexprimer ce facteur 7-Up, vous voyez ici, et puis le déroulement va continuer. Ce déroulement, il est un peu différent de celui qu'on a vu la semaine passée dans la larve, et je ne vais pas vous en parler, mais je voulais juste vous montrer ici qu'il y a à peu près 15 000 neurones qui sont produits par 99 neuroblastes, donc ça commence à faire beaucoup, et c'est probablement pour cette raison que les collègues, pour l'instant, n'ont pas vraiment disséqué ce système dans les détails, donc on ne sait pas vraiment quels sont les facteurs ici qui jouent pour différencier ces neurones dans le système nerveux central. Par contre, ce qui a été fait de façon intéressante, c'est que vous voyez que si on induit une mutation dans ce gène 7-Up, au moment où on va sortir de la quiescence, eh bien, ces cellules ne savent plus exactement où elles sont, elles ne vont pas redémarrer le programme, elles vont simplement refaire du castor, tous les GMC qui vont être produits vont faire du castor, tous les neurones vont faire du castor, et on va avoir un système nerveux qui ne sera pas fonctionnel parce qu'on aura une sorte d'homogénéité de tous les neurones. Donc c'est absolument essentiel, quand on va réactiver, sortir de quiescence, de pouvoir réactiver ce gène 7-Up qui va s'occuper de la suite. Voilà, donc ce système de détermination progressive par une chaîne de facteurs de transcription, eh bien, on va le retrouver dans d'autres contextes. Et un de ceux qui a été le mieux décrit concerne les neuroblastes de la médulla, qui est donc cette partie du cerveau qui va contenir le système optique chez la mouche, donc le système qui va processer l'information visuelle qui va venir des photorécepteurs. Alors cette histoire commence par la publication en 2013 de cet article, donc encore une fois du groupe de Claude Desplan à New York. Cette étude va répéter en quelque sorte l'étude faite par Chris Doe en 2001 sur la larve, c'est-à-dire au moyen
d'une technologie relativement classique, c'est-à-dire des anticorps, des hybridations in situ d'ARN, où on va faire des guesses, on va peut-être se douter que tel gène va faire ça, donc on va regarder ce gène. Donc pas une approche globale, mais une approche relativement ciblée. Bien, ces auteurs vont arriver à la conclusion que dans ce système, dans la médula, les neuroblastes de la médula de la drosophile, il y a une séquence temporelle de transcription qui est identifiée. Et donc ce travail illustre la généralité de cette stratégie avec différentes séquences de facteurs de transcription utilisés dans des contextes différents. En fait, ce qu'ils disent, c'est que finalement, ce qui est conservé, c'est une sorte de transistor. C'est la capacité d'une chaîne de facteurs de transcription de générer des neurones avec des identités différentes, mais pas forcément en utilisant les mêmes facteurs de transcription. On garde le même schéma, on garde le même schéma de jeu, en fait, mais on change l'équipe. Alors, laissez-moi d'abord vous montrer rapidement ce que c'est que cette médula, où elle se trouve. Je vous montre ici ce schéma qui ressemble au schéma que je vous montrais tout à l'heure. En fait, on a ces deux lobes du cerveau maintenant. C'est dans la larve de type 3, donc une larve qui est relativement avancée, qui est proche de la pupaison. Hein. Et on a ici cette corde ventrale, et puis le cerveau, ici, qui est dans l'intérieur de ces deux lobes, et puis à l'extérieur de ces deux lobes, latéralement, on a cette médula, ici, avec une couche, une sorte de bague ici de neuroépithélium, qui est un peu l'équivalent du neuroépithélium que je vous montrais dans l'embryon. Cette fois, c'est une couche qui se trouve sur le cerveau. Et puis cette couche, on va le voir, va produire des neurones de la lamina sur la gauche et des neurones de la médula sur la droite. Il y a à peu près 40 000 neurones qui sont produits, à peu près 70 types différents. Donc ce schéma-là que je vous montre, en fait, c'est celui-ci. Simplement là, la corde ventrale part sur la droite, donc l'antérieur est sur la gauche. Hein. Vous voyez ici le cerveau, de part et d'autre les lobes optiques, ici la corde ventrale. Dans ce cas-là, ici on part maintenant sur la gauche, donc la larve regarderait vers la droite, d'accord, avec les deux lobes du cerveau ici, et puis la lamina ici. Donc là encore, on va avoir une vague de neurogenèse qui va convertir le neuroépithélium en neuroblaste, que vous voyez ici en rouge, donc une vague de production à partir de ce neuroépithélium de cellules qui vont partir sur la droite, qui vont se différencier de façon asymétrique, faire des neuroblastes, qui vont faire des neurones, etc. Et cette vague va générer ces fameuses colonnes de neurones que je vous montrais la semaine passée, avec la même stratégie en fait que celle de l'embryon. Alors je vous montre ici ce qui se passe. Ça, c'est encore une fois un schéma qui est tiré de la publication de 2013, hein, donc 12 ans après la publication Princeps, où on voit ici la lamina. Le neuroépithélium est au-dessus, on le voit ici, on a ici le neuroépithélium, et puis là, les neuroblastes qui vont se différencier avec division asymétrique ici, ici, puis ensuite ici, 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 etc., etc. Hein, exactement comme dans la larve. Donc, par exemple, ce neuroblaste ici va se diviser en donnant ce neuroblaste plus cette cellule. Cette cellule-là va garder l'adresse génétique de ce neuroblaste. Et toute cette colonne de neurones, en fait, va refléter la séquence des adresses génétiques. Ce n'est pas indiqué sur cette image-là, parce que là, nous nous trouvons en 2013, et il n'y a que quelques facteurs de transcription qui ont été isolés. Je vais vous les montrer maintenant. La dernière chose que je souhaitais vous montrer, c'est assez compliqué, en fait, à visualiser, hein, surtout sur un schéma en 2D, sans petite vidéo, etc. Là, les auteurs ont essayé d'aider le lecteur en décrivant la trajectoire d'un clone. Donc là, un clone, c'est défini par l'ensemble des cellules qui vont venir de la même origine, donc du même neuroépithélium, même neuroblaste, même GMC, même neurone. Et ils ont entouré ce clone en gras. Donc vous voyez ici, toutes ces neurones-là, en fait, vont provenir de ce neuroblaste, qui va évidemment se diviser, qui provient ici de
cette cellule neuroépithéliale. Donc on a à la fois un vieillissement de ce côté-là, c'est-à-dire ce neuroblaste-là est produit bien après celui-ci. D'accord ? Puisqu'il est le résultat de division de neuroblastes, de neuroblastes, de neuroblastes. D'accord ? Mais on a également un vieillissement de là à là, puisque ces neurones ici vont être produits par ce neuroblaste, alors que les neurones ici vont être produits par ce neuroblaste. D'accord ? Vous imaginez ce neuroblaste qui va se diviser en autres neuroblastes et une GMC. D'accord ? Cette GMC va produire des neurones. Mais ce neuroblaste maintenant va se rediviser avec une nouvelle GMC qui va produire de nouveaux neurones. Donc on va repousser des neurones chaque fois qui vont avoir une identité différente. Okay. Alors évidemment, ces auteurs cherchent quels sont dans ce cas-là les facteurs de transcription qui sont impliqués dans les neuroblastes. Sont-ce les mêmes que ceux qui avaient été définis par Chris Doe dans la larve? Et en fait, pas du tout. Et il y a 5 facteurs qui sont identifiés, avec des noms, encore une fois, des noms qui sont ce qu'ils sont. Hein. Homothorax, eyeless, sloppy paired, dickhead et tailless. Pour certains d'entre eux, vous pouvez vous douter pourquoi ils sont appelés comme ça. Hein. Vous voyez ici, tailless, c'est un gène. Si on fait une mutation, eh bien, il y a des problèmes dans la queue. Alors, est-ce que les mouches ont une queue? Mais des problèmes dans la partie postérieure de la mouche, donc on va l'appeler tailless, etc., etc. Peu importe finalement, ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas des appellations qui reflètent la fonction dans les neuroblastes. C'est des appellations sur le phénotype global qui est vu dans ces mutations. Ce qui est plus intéressant, c'est ce que vous voyez en dessous, ce que j'ai rajouté là, c'est qu'une fois de plus, ce gène-là, c'est une homéobox, donc un facteur de transcription qui lie l'ADN au travers d'une homéobox. On a discuté ça la semaine passée. Ce facteur-là, c'est un domaine forked head, c'est aussi un domaine qui lie l'ADN directement. Ce facteur-là est un HMG domain, c'est aussi un facteur qui lie l'ADN d'une façon beaucoup moins spécifique, très intéressante en fait. Et puis là, on tombe sur un récepteur nucléaire, aussi un facteur de transcription qui lie l'ADN de façon très précise. Ce sont différentes façons de lier l'ADN, mais tous sont des facteurs de transcription. Et donc maintenant, on peut commencer à colorer ce schéma avec ici les différentes couleurs que vous voyez en bas, homothorax, eyeless, sloppy paired, dickhead, tailless. Donc là, on va avoir ce neuroblaste, par exemple. Il va faire une GMC qui sera eyeless, qui va donner eyeless, 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 eyeless. Mais d'un autre côté, ce neuroblaste va donner un neuroblaste sloppy paired qui va donner sloppy paired, sloppy paired, sloppy paired, sloppy paired, etc. D'accord ? Donc, génération d'une diversité neuronale dans la médulla qui est pratiquement identique à ce qu'on voit dans la larve, dans la stratégie. Parce qu'aucun des gènes acteurs n'est le même que dans la larve. Alors, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue évolutif. On peut se dire, mais comment est-ce que ce sont deux systèmes qui ont évolué de façon totalement séparée et qui sont arrivés à la même stratégie, ou bien est-ce que c'est la même stratégie qui a été cooptée en changeant les gènes? Ce qui est vraisemblablement le cas. Alors comment est-ce qu'on peut changer les gènes? Évidemment, pas tous d'un coup, mais on peut très facilement assumer qu'il peut-être y a eu le remplacement d'un gène, et puis plus tard, quand je dis plus tard, c'est peut-être des X milliers d'années un autre gène, millions d'années un troisième gène, puis peu à peu on remplace l'intégralité des facteurs de transcription tout en gardant la stratégie d'activation. Alors, cette étude, qui était la première étude concernant la neurogenèse dans les lobes optiques dans la médulla de la drosophile, c'est une étude qui est encore faite avec des outils, comme je le disais, un peu, peut-être pas anciens, mais des outils qui ne sont pas aussi perfectionnés que les outils d'aujourd'hui. Et très récemment, les développements technologiques ont permis de réévaluer cette question avec une finesse et une profondeur d'analyse qui est inédite, et en particulier grâce au séquençage d'ARN en cellule unique, ce qu'on appelle le single-cell RNA-seq, donc
séquençage d'ARN, vous voyez, en cellule unique, c'est un peu cumbersome la traduction en français, c'est la capacité de séquencer de l'ARN sur une cellule unique, dont je vais vous parler maintenant, qui permet d'établir des linéages cellulaires sans passer par des observations compliquées d'anticorps, de dissection, de microscopie, etc. Et vous allez voir que c'est absolument extraordinaire dans le pouvoir de résolution. Donc, avant d'attaquer cette publication, cette dernière publication dont je vais vous parler, du même groupe de recherche, il faut tout de même que je vous parle de 2-3 fondamentaux pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Séquençage d'ARN en cellule unique, à quoi ça sert et comment on fait ça? Comme vous le savez, toutes les cellules de notre corps, presque toutes en fait, ont ce qu'on appelle une équivalence génomique. Toutes nos cellules ont le même génome. Et en fait, ça a créé un gros problème, à peu près encore aujourd'hui pour certains, mais je dirais à peu près jusqu'au milieu du siècle passé, où les gens se disaient, mais les gènes n'ont probablement pas de fonction importante pendant le développement, puisqu'on a le même génome dans toutes nos cellules. Donc, comment est-ce possible de faire des cellules différentes avec des génomes identiques? Donc, il doit y avoir autre chose. Aujourd'hui, on sait évidemment ce que c'est que cette autre chose. C'est que les génomes de nos différentes cellules travaillent de façon différente. Donc, ils produisent des quantités, des qualités d'ARN qu'on va appeler des transcriptomes, qui sont donc l'ensemble de tous les ARN qui sont contenus dans une cellule, qui sont évidemment différents d'une cellule à l'autre. C'est important de comprendre qu'on peut avoir une différence qualitative et une différence quantitative. Par exemple, des cellules qui sont très différentes l'une de l'autre, prenez une cellule de foie ou une cellule sanguine, ne sont pas forcément très différentes. Une cellule musculaire, une cellule sanguine, bien une cellule sanguine va exprimer des gènes de la globine, par exemple, que jamais vous retrouverez dans une cellule musculaire. Une cellule musculaire va utiliser d'autres gènes qui seront actifs, mais pas la globine. Par contre, on peut aussi avoir des différences quantitatives. Pour des cellules qui se ressemblent, mais qui ne sont pas totalement identiques, par exemple deux neurones, on peut avoir les mêmes gènes exprimés, mais à des niveaux quantitatifs un peu différents. C'est important parce que d'un point de vue analytique, c'est une différence qui est vraiment importante. On peut avoir un peu plus de ce gène, un peu moins de celui-ci, donc un peu plus de protéines X, etc. Depuis une quinzaine d'années, je dirais, on arrive à séquencer les ARN de morceaux de viande, d'un morceau de tissu, ou bien des cellules en culture qu'on peut récolter, où on a quelques millions de cellules, et on peut séquencer l'ARN, d'une façon dont je vais très rapidement décrire dans la slide suivante. Et une fois séquencés, ces ARN peuvent être alignés au génome de référence, et on peut donc savoir quels gènes sont exprimés. C'est ça le séquençage de l'ARN. Donc ça nous donne une identité cellulaire, une identité tissulaire, une identité cellulaire, ce sont des cellules en culture, en fonction de la qualité, de la quantité des ARN qu'on va trouver. Mais attention, quand vous séquencez un tissu, vous allez séquencer les cellules du tissu, qui déjà peuvent être assez différentes. Pensez à un pancréas, vous avez des types cellulaires multiples. Vous avez en plus des cellules sanguines, vous allez avoir des cellules nerveuses. Donc, le transcriptome que vous allez séquencer, en fait, c'est un ensemble de types cellulaires, et vous n'arrivez pas à savoir d'où vient l'ARN que vous séquencez, puisque vous allez avoir 1 million, 2 millions, 10 millions de cellules. Donc, le transcriptome en bulk, ou en batch, quand on prend un morceau de tissu et qu'on séquence, on ne peut évidemment pas savoir à quelle cellule appartient quel ARN. Donc on peut donner une adresse génétique au tissu, à la culture de cellules, mais pas aux cellules. D'où la nécessité, depuis une dizaine d'années, de développer des systèmes qui permettent de séquencer l'ARN d'une cellule unique, où là on sait que tous les ARN qu'on obtient sont en fait produits par une cellule unique, et quel type de cellule. D'accord ? Alors, avant de vous décrire comment on fait ça aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est vraiment important
d'avoir une idée de ce qui se passe derrière, en fait, des technologies qui sont impliquées. Très rapidement, comment séquencer de l'ARN? Parce que là, on ne séquence pas de l'ARN. On peut séquencer de l'ARN, c'est très compliqué. En fait, c'était fait il y a très longtemps. Il faut des quantités massives d'ARN, c'est extrêmement compliqué. Donc, ce qu'on va faire pour séquencer de l'ARN, c'est de transformer cet ARN en ADN. Malheureusement, on n'a pas, nous, la capacité, malheureusement, peut-être, mais on n'a pas, nous, la capacité de fabriquer de l'ADN à partir de l'ARN. Nous, on sait très bien fabriquer de l'ARN à partir de notre ADN, c'est notre pain quotidien, mais on ne peut pas fabriquer un morceau d'ADN à partir d'ARN. Par contre, les virus peuvent le faire. Les virus à ARN, les rétrovirus par exemple, prenez le HIV, tout le monde doit connaître. Le HIV porte avec lui une enzyme que nous n'avons pas, qui s'appelle une transcriptase inverse, et cette enzyme va être utile au virus pour se reproduire, parce que le virus, il va rentrer dans la cellule, c'est un virus ARN, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire métaboliser par la cellule. Donc le virus va faire une copie d'ADN grâce à cette transcriptase inverse et va pouvoir ainsi intégrer l'ADN de la cellule, et la cellule va le considérer comme quelque chose qui lui appartient, donc va commencer à produire du virus. Alors cette enzyme, cette transcriptase inverse, ou rétrotranscriptase, c'est une enzyme utilisée par les rétrovirus, les rétrotransposons, qui donc peuvent transcrire l'information génétique d'ARN en ADN. Alors comment ça marche? Eh bien, vous vous souvenez que l'ARN, c'est un acide nucléique simple brin, hein, donc l'ADN, c'est un double brin complémentaire. Comme l'ARN est codé par l'ADN, eh bien, ça va faire un simple brin, qui va être la copie d'une ou l'autre des chaînes d'ADN, avec une petite modification chimique qui différencie les ADN des ARN. Donc si on peut faire une amorce, si on peut hybrider à notre ARN un petit morceau ici, ce qu'on appelle un oligonucléotide qu'on va fabriquer nous-mêmes, hein, c'est un petit morceau, une petite séquence d'ADN simple brin qui va être complémentaire, donc qui va s'hybrider, et qu'on met cette enzyme va en fait agir comme une polymérase, elle va allonger ici et fabriquer une séquence ici qui sera une séquence d'ADN. Une fois qu'on a cette séquence d'ADN, on peut enlever la séquence d'ARN, puisqu'on a la séquence complémentaire maintenant, et puis on fabrique le deuxième brin. Donc, le résultat de cette opération, c'est ce qu'on appelle un ADN complémentaire, un cDNA en jargon. C'est simplement de fabriquer un ADN double brin à partir d'une séquence d'ARN. L'ADN double brin, c'est bien, parce qu'on sait bien le séquencer aujourd'hui. Il y a des façons multiples de le séquencer, de façon très profonde, on peut faire énormément de séquences. Donc tout le problème va être de construire à partir d'ARN extrait de cellules, de tissus ou d'une cellule, une librairie d'ADN complémentaires qu'on va pouvoir séquencer. Aujourd'hui, les compagnies font ça très bien. Donc on va pouvoir obtenir ce double brin, l'amplifier par PCR pour avoir des dizaines de milliers de copies de ce double brin, ce qui va nous permettre de séquencer. D'accord? Donc ça, c'est la façon dont on séquence l'ARN. En fait, on ne séquence pas l'ARN, on séquence un ADN complémentaire qui est copié à partir de l'ARN. C'est ça. Maintenant, vous voyez qu'ici, pour démarrer ce processus, on a besoin d'une amorce, on a besoin d'avoir un début de molécule qui va nous permettre d'allonger, de rajouter des bases. Donc. Et cette amorce, c'est nous qui la fabriquons. C'est nous qui décidons ce qu'on va y mettre. Alors évidemment, il faut que cette amorce, il faut qu'il y ait un morceau ici qui soit homologue à l'ARN pour qu'on soit sûr qu'on ait une hybridation. Le reste, on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Donc on peut y mettre par exemple, et on verra tout à l'heure, ce qu'on appelle un barcode, c'est-à-dire une séquence qui est unique et qui va nous permettre plus tard de trier ce qu'on va séquencer.
Alors avant de passer à ça, j'aimerais quand même mentionner 2 points qui sont vraiment importants dans cette technologie. Le premier, c'est qu'il faut tout de même une certaine quantité d'ARN par cellule pour pouvoir passer à travers cette procédure. Et quand vous faites un séquençage d'ARN, eh bien, il ne faut jamais considérer que vous avez tous les ARN que la cellule contenait. Vous allez avoir la tranche supérieure, parce qu'évidemment, vous allez avoir un pourcentage, peut-être, je n'ai aucune idée, mais peut-être 30% des ARN qui vont représenter 95% des transcrits. Si vous prenez une cellule sanguine différenciée qui fabrique de la globine, vous allez avoir les gènes de la globine qui vont représenter pratiquement la moitié de ce qui va être transcrit. Hein. Donc, on va toujours sortir un transcriptome qui va refléter l'état de la cellule en termes de transcription, mais pas l'intégralité des transcrits qui sont fabriqués par la cellule, parce qu'on va en rater beaucoup qui seront vraiment à très bas bruit. L'avantage, c'est qu'en fait, les gènes qui généralement nous intéressent, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas présents dans toutes les cellules, parce qu'évidemment, toutes les cellules vont devoir transcrire un certain nombre d'enzymes, de gènes qui vont s'occuper de choses qui sont cellulaires, qui n'ont pas à voir avec la spécificité des cellules, mais avec le fonctionnement, ce qu'on appelle des gènes, des housekeeping genes, des gènes de ménage en fait. Hein. Bien, ces gènes-là sont généralement exprimés de façon assez basse. Donc si on les rate, finalement tant pis, parce que ce qui nous intéresse sont les gènes qui sont vraiment spécifiques aux cellules pour qu'on puisse trier, identifier ces cellules. Et puis la deuxième chose, c'est que le nombre de séquences qu'on va obtenir à la fin, donc on va envoyer tout ça séquencer, et puis on va obtenir des dizaines, des centaines de millions de séquences de petits morceaux d'ADN. Le nombre de séquences pour un ARN va refléter sa quantité dans la cellule. Le nombre de séquences d'un ADN complémentaire qui correspond à un ARN va refléter la concentration de cet ARN dans l'échantillon de départ. Et ça, c'est vraiment important à garder à l'esprit, parce que c'est une approche qui est qualitative et quantitative. Alors, cette technologie s'applique depuis une vingtaine d'années sur des échantillons hétérogènes, sur un morceau de foie, un morceau des cellules en culture, etc. Et depuis, je dirais, une dizaine d'années, commence à s'appliquer à des cellules uniques. Et je vous montre ici, simplement pour vous donner une vague idée hein, de comment la technologie progresse, en fait. Vous voyez, sur ce timeline ici, depuis 2009 jusqu'à 2021, il y aura encore beaucoup à rajouter ici. En fait, vous voyez toutes les technologies qui ont été développées pour analyser des cellules uniques, que ce soit des méthylomes, des génomes c'est-à-dire de pouvoir séquencer le génome, l'intégralité du génome, sur une cellule unique. Je vous rappelle que le séquençage du génome, fin du siècle passé, c'est 10 ans de travail, des centaines de millions de francs, d'euros d'investis pour séquencer d'énormes morceaux d'ADN. Aujourd'hui, on peut séquencer une cellule unique, le génome d'une cellule unique, c'est encore assez compliqué, mais on peut le faire en principe. Le problème, c'est que généralement, on ne peut faire qu'une seule chose avec une cellule. Ça, il faut bien s'en rappeler. Une cellule, pour faire ces technologies, on ne peut les utiliser qu'une fois. Ce ne sont pas des technologies qui conservent la cellule vivante, hein, évidemment. Mais vous voyez en bas, en fait, en rouge, tout ce qui concerne le développement de technologies pour séquencer des cellules uniques. Et vous voyez que ça commence en 2009, et aujourd'hui, c'est devenu pratiquement une analyse de routine. On va voir que ça a vraiment un potentiel extraordinaire. Donc voilà, c'est une dizaine d'années, en fait, pour passer vraiment du niveau expérimental, de l'expérience pilote, qui était vraiment très, très compliqué, à aujourd'hui passer à un service qu'on peut demander à une compagnie. On peut le faire nous-mêmes sur une plateforme. On voit que la technologie avance vraiment à très grande vitesse. Alors évidemment, l'idée derrière,
c'est de pouvoir séquencer, isoler des cellules d'abord, et puis avoir une séquence d'ARN de chaque cellule. C'est-à-dire qu'en prenant un morceau de tissu, par exemple hétérogène, de séquencer toutes les cellules, et ensuite de demander à un logiciel de faire le tri pour regrouper ces cellules ensemble. C'est-à-dire, dans un espace, essayer de localiser ces cellules par leur similarité en transcriptome. Un espace en 3 dimensions, ou même en 4 dimensions avec le temps, si 2 cellules ont un transcriptome qui est 95% similaire, elles vont être dans l'espace proche l'une de l'autre. Si elles ont un transcriptome qui est 5% similaire, c'est des cellules très différentes, elles vont être très éloignées dans cet espace. Mais évidemment, pour faire ça, il faut qu'on trie, qu'on sache quels ARN, quels cDNA, mais quels ARN viennent de quelles cellules. Parce que, in fine, on ne va pas séquencer 40 000 petits tubes avec une cellule à l'intérieur. C'est rigoureusement impossible. Donc il va falloir qu'on mélange tout pour avoir suffisamment de matériel, mais qu'à la fin de l'expérience, on puisse regrouper tous les ARN d'une cellule ensemble, qu'on puisse savoir que tous ces ARN venaient de cette cellule. D'accord ? Et la façon dont c'est fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que lorsque l'on va amplifier ces ARN pour faire un ADN double brin, sur des cellules isolées, on va rajouter un barcode, un code barre, qui va être une séquence d'ADN. Prenez par exemple, essayez de calculer la probabilité d'avoir une séquence de 30 nucléotides identiques dans le génome, elle est nulle. D'accord ? Donc on peut rajouter une séquence d'ADN qui, plus tard, après le séquençage, va pouvoir être utilisée pour trier les séquences et dire toutes les séquences qui ont ce barcode, ici, c'est une cellule. Pour ça, il faut pouvoir barcoder une cellule. C'est là où les choses deviennent compliquées. Il faut pouvoir barcoder une cellule. Et ça a été fait grâce à des développements technologiques aussi. C'est extrêmement intéressant de voir, en fait, à quel point la biologie, bien sûr, mais la science en général, mais la biologie en particulier, est dépendante d'innovations technologiques. C'est un peu comme des cold cases, hein, comme ces cas non résolus d'enquête policière, où on a des choses dans le tiroir depuis une dizaine d'années, et puis soudainement une technologie arrive et on peut aller les rechercher, et puis tout devient relativement clair parce qu'on a maintenant les outils pour le faire. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec cette technologie. Alors comment on le fait ? Eh bien, en fait, ce qui a déclenché, débloqué cette histoire, c'est le développement de ce qu'on appelle la microfluidique, c'est-à-dire la possibilité de fabriquer des devices, des petits outils en microfluidique avec des tubes qui sont d'un diamètre extrêmement fin, dans lesquels on peut injecter des choses. Hein, vous voyez là un exemple. Et dans ces tubes, on peut y mettre 3 choses. Premièrement, on prend un morceau de tissu, prenez la médula de la drosophile, puisqu'on va en parler tout à l'heure, et on dissocie les cellules. Donc on a ce qu'on appelle une suspension cellulaire. Et puis on va injecter dans ce tuyau-là, dans ce microfluidique, une cellule par une cellule. Comment on peut le faire ? C'est assez simple, il suffit de mettre une sorte de valve, et puis le diamètre est tel qu'on ne peut pas avoir 2 cellules. Parfois il y a 2 cellules, on a un moyen de les éliminer. D'accord ? Donc il y a une cellule qui va rentrer. Et puis en même temps, on va injecter ici une bille qui est faite d'hydrogel, peu importe. Alors, c'est une des méthodes qui existent, hein, il y en a d'autres. Et sur cette bille, vous voyez ici qu'elle est décorée par des oligonucléotides, c'est le barcode. Donc, l'idée, c'est de fabriquer toute une collection de billes qui vont toutes, chacune, avoir un barcode différent. D'accord ? Donc vous allez avoir cette cellule qui rentre, une bille qui rentre, la cellule va rencontrer la bille,
Et puis ici, vous allez mettre des réactifs de la transcription inverse, l'enzyme nécessaire, etc., pour fabriquer votre cDNA. OK? Donc vous imaginez, hein, tout ça c'est fait en microfluidique, hein, c'est vraiment des... On ne le voit pas, si vous voulez, mais imaginez en temps réel, avec des grosses cellules, vous avez ce tube, une cellule qui rentre ici, une bille qui rentre là avec des oligonucléotides partout, et puis les réactifs qui contiennent l'enzyme et tout ce qu'il faut pour faire une transcription inverse, et puis tout ça va être injecté dans un milieu qui est très... qui a de l'huile, en fait, donc il va y avoir une séparation de phase, formation d'une gouttelette. Et en fait, cette goutte, une technique par goutte, c'est dans cette goutte que tout va se passer. En fait, la goutte va remplacer, si vous voulez, le tube, l'éprouvette de l'expérimentateur. Ben, ça va être la micro-goutte. Donc cette micro-goutte, elle va contenir une cellule, un ensemble de barcodes, les mêmes. Hein. Attention, tous ces barcodes-là sont les mêmes. Hein. D'accord ? Mais la bille qui va suivre, pour être encapsulée avec la cellule qui va suivre, aura des barcodes différents. OK ? Donc c'est là où il y a le truc, hein, c'est que chaque bille doit avoir un barcode différent. Peu importe lequel, on s'en fiche de savoir quelle bille a quel barcode, mais il faut que chaque cellule ait des barcodes différents. Et ce qui va se passer en fait, c'est que la réaction va avoir lieu là-dedans, et les ARN qui vont se mettre à flotter, ils vont attraper ces barcodes, hein, et ils vont se faire rallonger par la transcriptase inverse en incluant dans leur séquence ces barcodes. OK ? Donc on va avoir à la sortie un ensemble d'ADN simple brun qui se sera fait allonger, okay, avec un barcode spécifique. Après, on peut tout remélanger, peu importe. On peut tout remélanger pour fabriquer, etc., amplifier, faire le double brin, et le séquencer et tout. Parce que le barcode sera là. Donc le barcode va être copié, recopié, 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 recopié quand on va amplifier le truc. Okay ? 2 semaines plus tard, on va recevoir le séquençage massif des millions de séquences de tous ces petits morceaux d'ADN, et on va demander à un logiciel de trier en fonction des barcodes. Donc, on ne saura pas quelle cellule a donné quoi, mais on saura que cet ensemble d'ARN provient de la même cellule. Après, c'est évident quelle cellule c'est, parce qu'en lisant les ARN, on verra bien de quelle cellule il s'agit. Imaginez que vous séquenciez un morceau de muscle et que vous trouvez des cellules qui sont remplies de globines. Ben, on saura que c'est des cellules sanguines qui étaient dans le muscle. En fait, hein. Donc, après, on peut tout faire par inférence. On peut identifier ces cellules, en fait. Mais au départ, on ne les identifie pas. Au départ, on les rentre dans la microfluidique, on les barcode pour pouvoir les regrouper par la suite. Est-ce que c'est clair ? Non, si c'est clair pour vous, je suis vraiment content parce que c'est... Non, mais souvent, on a le choix. On peut dire, voilà, on a ça, on séquence et puis on voit ça. Mais en fait, ce n'est pas tellement intéressant. La technologie qui est derrière est plus intéressante finalement parce que c'est comme ça qu'on comprend vraiment d'où viennent les progrès. C'est de voir comment tout le travail qu'il y a derrière, hein, des centaines de groupes de recherche qui ne sont pas vraiment intéressés par la biologie qui est derrière, qui sont intéressés par la technologie. Et puis une fois que c'est développé, les gens qui sont intéressés par des questions biologiques peuvent prendre ces technologies et les appliquer sur leur système. Alors, je vais vous montrer un exemple que j'avais déjà montré l'année passée, sauf erreur, mais justement en faisant l'impasse un peu sur les technologies, pour vous montrer comment on va dispatcher les résultats. À quoi ça ressemble finalement, parce qu'on va obtenir des tas de cellules différentes, de cellules in silico. Hein, on va avoir un ensemble d'ARN qui va représenter une cellule. Et donc après, on va comparer toutes ces cellules ensemble, et puis on va les afficher, on va les distribuer dans un espace. Ça peut être un espace à 2 dimensions, à 3 dimensions. Et je vous montre ici un exemple qui est relativement simple à comprendre. Ce sont des collègues en Israël qui ont décidé
de faire une analyse en cellules uniques d'ARN sur des bourgeons de membres pendant le développement, des bourgeons qui n'ont rien à voir avec les neuroblastes, hein, mais qui est beaucoup plus simple, des bourgeons de membres à des stades différents. C'est-à-dire ils dissèquent des bourgeons de membres de 10 jours et demi à 14 jours et demi. Si vous voulez, en gros, c'est le début de la pousse des bourgeons de membres jusqu'à ce qu'on ait un peu l'apparition des doigts, finalement, hein, le début d'apparition des doigts. Peu importe. Ils prennent tout ça, ils mélangent toutes ces cellules ensemble. Peu importe, il n'y a pas besoin de mettre à gauche les 10 jours, à droite les 14 jours. Vous pouvez tout mélanger, il faut une suspension cellulaire, vous barcodez le truc et vous obtenez vos résultats et vous demandez à un logiciel, alors il y en a de très nombreux, dans ce cas-là c'est un logiciel qui s'appelle K-Nearest Neighbor, donc si vous voulez le voisin le plus proche, hein, un logiciel qui s'appelle le voisin le plus proche, et le logiciel va vous donner les distances entre les cellules, c'est les points, les cellules sont des points. Le logiciel va vous donner la distance de cellules. Deux cellules qui se touchent, c'est des cellules qui sont très, très, très similaires. D'accord ? Alors après, vous pouvez donner des couleurs. Vous pouvez dire en deçà ou au-delà d'un certain pourcentage de similarité. Bon, on va tout colorer en bleu, en rose, etc. Et puis vous avez ça. Alors ça, c'est vraiment simple à comprendre. Vous allez avoir essentiellement 3 types de cellules. En bleu, vous avez des cellules progéniteurs de mésenchyme. Le mésenchyme, c'est le tissu mésodermique qui va donner une grande partie du membre. Hein. Ce sont des progéniteurs, ici. Comment on sait que c'est des progéniteurs? Parce que si vous regardez l'ARN, parce que pour chacune de ces cellules, on peut regarder l'ARN. Donc on peut savoir, cette cellule, qu'est-ce qu'elle contient? On va voir qu'elle contient des gènes qui sont des gènes de progéniteurs, de membres. Donc c'est des progéniteurs. Et puis il y a une deuxième catégorie qu'on voit ici, que j'ai sous-classé en fait, qui sont ces C, là, et ces C sont différents types de chondrocytes. Les chondrocytes, c'est des cellules qui viennent plus tard, qui dérivent des progéniteurs. Hein, c'est des cellules qui vont donner le cartilage, et puis ensuite la matrice osseuse, etc. D'accord ? Et puis les CT, ici, c'est le tissu connectif. C'est le tissu qui va être un peu en dehors des os, etc. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a différents types de progéniteurs, ils en identifient 3, mais là encore, vous changez un peu le niveau de définition, puis vous allez en avoir 4, 5 ou bien 1, ça dépend des paramètres que vous fixez. Et puis ici, il y a plusieurs types de chondrocytes, et puis là, il y a plusieurs types en vert de tissus connectifs, de fibroblastes, etc. Alors maintenant, vous pouvez évidemment demander dans le temps où va-t-on trouver des cellules que l'on dissèque, par exemple, à 10 jours et demi. D'accord ? Donc vous pouvez dire, faites une expérience cette fois, en n'ayant que des cellules disséquées à 10 jours et demi. Où est-ce que ces cellules mappent dans cet espace qu'on voit là? Ici, chaque point représente une cellule entre le jour 10.5 et le jour 14.5. Alors maintenant, gardons tous ces points, enlevons les couleurs, et la question qu'on pose, c'est sur cet ensemble de points, quelles sont les cellules qui sont là à 10 jours et demi? D'accord? Donc on séquence 10 jours et demi, et puis on superpose le résultat, et voilà ce qu'on voit. À 10 jours et demi, évidemment, il n'y a que les précurseurs. Vous avez ces couleurs ici, ça veut dire qu'à 10 jours et demi, seuls ces deux grands groupes de précurseurs, le groupe P1 et le groupe P2, sont présents. Ici, c'est gris, ça veut dire qu'il n'y a pas de cellules qui correspondent. On n'a pas encore à 10 jours et demi de cellules qui correspondent à ça. Okay. Maintenant, vous allez à 11 jours et demi, paf, vous avez le troisième type de précurseur qui apparaît, vous commencez à avoir des cellules là. Okay. Et puis vous voyez qu'avec le temps, tout ce réservoir de précurseurs se vide parce que ces cellules-là deviennent ces cellules-là. D'accord ? Donc c'est vraiment une image qui est la plus simple possible pour comprendre la représentation de ce séquençage en cellules uniques, hein, où on voit très bien qu'à 10 jours et demi, dans ce paysage entier qui ressemble en fait un peu à un crâne de Cro-Magnon, en fait, c'est quelque chose qui me donne de Cro-Magnon, en fait, ça aide à
à visualiser la chose. Dans la région occipitale, vous avez en fait ces régions de précurseurs, et puis un peu plus tard, ces cellules vont se transformer en chondrocytes, se transformer en fibroblastes, et donc vont commencer à colorer ici, alors qu'en fait, ces régions précurseurs vont se vider de leurs cellules. D'accord? Alors, si on a compris ça, on peut passer au stade suivant dans les logiciels d'analyse, qui est cette notion de trajectoire et de pseudo-time, de pseudo-temps. Parce que, prenez cette cellule-là, une de ces cellules-là, la question c'est, elle va se retrouver où? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut savoir où les descendants de cette cellule vont se retrouver? Oui, les descendants de ce groupe de cellules vont se retrouver dans ce groupe de cellules. Ça on peut le voir. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'au point où on peut voir de quelques cellules uniques, quelle est leur trajectoire de différenciation? Comment elles vont évoluer dans cet espace avec le temps? Et ça, c'est des développements récents qui sont vraiment tout à fait extraordinaires. Et c'est cette idée de trajectoire et de pseudo-temps, en fait. Alors, pour comprendre ça, parce qu'il y a de très nombreuses définitions, j'en ai trouvé une qui me paraît la plus simple et qui est la suivante. Alors, ne lisez peut-être pas, je vais vous le traduire. Beaucoup de processus biologiques, en fait, se manifestent comme des continuums de changement dynamique d'état cellulaire. C'est exactement la question dont on s'occupe avec ces neuroblastes. C'est un continuum de changement d'état cellulaire. On part, souvenez-vous, d'un neuroblaste et puis on fait des neurones. C'est exactement ça. C'est une chaîne de différenciation. Alors, on caractérise ces processus avec des expériences d'expression d'ARN en cellules simples, en identifiant une trajectoire, c'est-à-dire une voie à travers laquelle, à travers un espace à plusieurs dimensions, donc soit à 2 dimensions, soit à 3 dimensions, qui traverse les états cellulaires associés à ce processus, comme la différenciation cellulaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut représenter dans un espace à 3 dimensions une trajectoire d'une cellule avec toutes les cellules filles? Imaginez-vous un peu comme un arbre généalogique, finalement, mais pas avec des espèces ou avec des cellules qui vont se différencier dans le temps. Le pseudo-temps, le pseudo-time, est défini comme la position de ces cellules le long de cette trajectoire. Ce n'est pas un temps absolu, c'est un temps qui va être relatif à cette trajectoire. Imaginez une cellule A qui va passer au travers de 5 étapes de différenciation pour faire B, C, D, E. D'accord? Bien, si vous dessinez dans l'espace une trajectoire qui va faire A, B, C, D, E, alors il y aura beaucoup plus de E que de A, évidemment aussi le A, la cellule progénitrice, eh bien, le pseudo-temps, c'est le temps auquel vont apparaître les états B, C, D, E. Ce n'est pas un temps absolu, c'est un temps relatif au temps de la trajectoire qui lui-même est relatif, évidemment. D'accord? Donc cette définition de pseudo-temps, qui est en fait une définition opérationnelle, qui est compliquée quand on en parle, qui est facilement compréhensible quand on l'utilise. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer un exemple maintenant, un exemple simple, qui est ici un espace en 2 dimensions dans lequel vous avez, alors très simplifié, parce que c'est les cellules d'épithélium olfactif qui sont séquencées, single cell, chaque point représente une cellule. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, c'est uniquement pour simplifier la démonstration. Et vous voyez que dans cet espace à 2 dimensions, ces cellules vont se séparer. Donc là, on a des cellules souches qui vont donner ces cellules, qui vont donner ces cellules, ces cellules, ces cellules. Et quand vous séquencez l'ARN et que vous demandez à un logiciel, dans ce cas particulier, c'est un logiciel Slingshot, de vous les classer dans un espace, en fonction de leur similarité de transcriptome, eh bien voilà ce que vous avez, cette espèce de Y, qui représente en fait ces trajectoires cellulaires. Alors là-dessus, le logiciel va vous mettre un arbre avec des points de branchement, etc. Et puis ensuite, il va y avoir une étape qu'on appelle de smoothing, on va un peu huiler les contours, on va adoucir le truc,
Et le pseudo-temps va être défini en fait comme la distance de ces cellules, de cette trajectoire, de ces cellules, à partir de l'état de départ, quand on les rend orthogonales à cette trajectoire, en fait. Donc, dans cet espace, chaque cellule peut être ramenée sur cette trajectoire et on va pouvoir définir une sorte de pseudo-temps. Alors là, on est dans un espace à 2 dimensions, c'est facile, on le voit bien. Je vais vous montrer un exemple maintenant, c'est le même exemple, avec un peu plus de cellules, mais on est dans un espace à 3 dimensions. Et vous voyez que c'est assez intéressant. Voilà, vous voyez ici, encore une fois, c'est de l'épithélium olfactif. Et donc là, on est dans un espace à 3 dimensions, avec des cellules qui, visiblement ici, sont proches l'une de l'autre. Hein, c'est la conclusion qu'on peut en donner. Ici, vous voyez ce cluster de cellules bleues, on aurait tendance à dire, oui, il est proche de ce cluster de cellules-là. Donc en fait, ils doivent être identiques. Oui, ils sont proches d'un point de vue de l'ARN, mais quand vous construisez les trajectoires, vous vous apercevez qu'en fait, cette proximité dans l'espace à 3 dimensions ne reflète pas une proximité des trajectoires. D'accord ? Donc c'est un outil qui est extrêmement puissant, parce que ce n'est pas parce que des cellules se ressemblent relativement à la fin qu'elles viennent en fait de la même origine. D'accord ? Donc ce traitement par trajectoire et par pseudo-temps vous permet vraiment d'établir les filiations cellulaires à un niveau de résolution qui vraiment n'a jamais été atteint. C'est ce qu'on voit ici. Voilà, alors maintenant que tout ça est super clair pour vous, je vais vous emmener dans cette publication rapidement, parce que je pense que ça suffira. Et je vais démarrer tout de suite. Alors c'est une publication de 2022, vous voyez, une année, hein, c'est une publication vraiment très récente de ce groupe de Claude Desplan. Et en fait, la question, elle est simple. Hein, elle dit, voilà, maintenant qu'on a ces outils, on avait vu en 2013 que dans la médulla de la mouche, on avait vu qu'on avait 5 facteurs de transcription, et puis que ça se ressemblait avec, etc. Essayons de voir ce qui se passe si on fait une analyse massive. Alors on va prendre toutes ces médullas dans le stade larvaire 3, dans une pupe précoce, et puis on va tout séquencer, et puis on va voir ce que ça donne. Hein ? Vous voyez ici que j'ai mis 3 points de leur résumé, du résumé de l'étude. Donc, utilisation de la séquence d'ARN en cellule unique pour identifier toute la série de facteurs de transcription. On verra tout à l'heure comment c'est possible. Une vérification par des approches génétiques que ces facteurs de transcription régulent la progression de la série. Ça, c'est ce dont je vous parlais la semaine passée. Je ne vais pas du tout en parler. C'est vraiment trop compliqué, pas vraiment utile, mais c'est ces expériences de perte de fonction, de gain de fonction, pour qu'une fois qu'on a établi cette chaîne d'épistasie, hein, tel gène régule tel gène, qui régule tel gène, qui régule tel gène, on vérifie que c'est le cas. Pour ça, il faut faire de la génétique. Ça, je ne vais pas en parler, mais la publication est pleine de cette génétique. Et la conclusion, nous établissons les fenêtres temporelles de l'origine et de l'ordre de naissance de chaque sous-type neuronal dans la médulla et montrons que ces facteurs de transcription suffisent à expliquer la génération de la diversité neuronale dans la région du cerveau. Là, on oublie cette horloge mitotique de Christo. Hein, on dit, voilà, cette suite de facteurs de transcription qu'on a isolés, que je vais vous montrer dans la prochaine image, suffisent à expliquer. Alors, faites bien attention à la phrase ici. Hein, je vous montrerai que dans leur conclusion, c'est un tout petit peu plus mitigé, mais ils disent suffisent à expliquer la génération de la diversité neuronale dans cette région du cerveau. Alors, tout petit rappel, pour vous dire que ces auteurs vont prendre donc une larve, le cerveau d'une larve, des cerveaux de larves de troisième stade, et puis des prépupes, ici. Je vous remontre encore une fois ce schéma, hein, avec ici le neuroépithélium. De ce côté, des neuroblastes qui vont faire la lamina, je ne vais pas vous en parler, et de ce côté-là, des neuroblastes qui vont faire la médulla. Si vous prenez ce schéma-là, que vous faites il est comme ça, hein, vous faites une rotation comme ça. D'accord ? Donc, vous avez les deux lobes du cerveau comme ça. D'accord ? Vous faites maintenant une rotation comme ça. D'accord ? Eh bien, vous avez l'image en haut ici. D'accord ? Simplement, c'est ça vu de dessus. Et puis sur la droite, vous avez une coupe qui passe à travers. Donc, c'est comme si la coupe passait à travers, comme ça. Simplement, là, elle passe sagittalement.
hein, à travers la médulla. Donc, vous faites une rotation comme ça, et vous coupez là. Et puis vous regardez comme ça. D'accord? Et c'est ce que vous voyez là. Donc, souvenez-vous, au début, il y avait ces 5 facteurs de transcription en 2013, et maintenant, on va voir qu'il y en a plus. Donc, vous avez ici le neuroépithélium. Les neuroblastes qui vont partir de ce côté-là vont faire la lamina, je ne vais pas en parler, et les neuroblastes qui partent de ce côté-là vont faire tous les neurones de la médulla que vous avez ici en rouge. OK? Alors, on prend ça en séquence, et voilà ce qu'on obtient. Ne soyez pas effrayés. C'est vrai que quand on voit cette figure, on se dit, c'est pas simple. En fait, c'est relativement simple, finalement. Maintenant que vous avez compris comment on dispatche ces résultats, ce que vous voyez là, en fait, c'est le séquençage de 70 000 cellules. D'accord ? Alors, ça peut vous paraître beaucoup, mais aujourd'hui, c'est pas grand-chose, finalement. On peut séquencer pratiquement autant qu'on veut. Hein. Donc, c'est 70 000 cellules, 1000 ARF3 pupaison précoce. Et ce que vous avez là, c'est une illustration de ces trajectoires dont je vous parlais. C'est le dessin que je vous montrais tout à l'heure avec ces deux trucs qui partent. Sauf que là, il y en a plus parce que vous avez l'intégralité de toutes les cellules du lobe optique, de la larve 3 et de la pupe. Attention, quand je vous dis toutes les cellules, ça, c'est pas forcément vrai. Peut-être y a-t-il des cellules qui ont échappé, mais enfin, il y a quand même une représentativité des cellules qui est extrêmement élevée. Et ce que vous voyez, c'est en fait une copie de ça dans ces trajectoires. Les neuroblastes sont en vert. Le neuroépithélium est en vert ici. D'accord ? Donc cette partie-là, elle est en vert. Donc ce groupe de cellules vertes, en fait, ne représente rien dans l'espace. Il faut bien faire attention. C'est un logiciel qui les groupe en fonction de leur transcriptome. Donc, si vous voulez, la représentation spatiale ici n'a rien à voir avec la représentation spatiale ici. Par contre, la nature des trajectoires est identique. Donc, il faut bien faire attention. Il ne faut pas essayer de retrouver dans ce truc compliqué ce qu'on voit là. Mais vous voyez tout de suite, en regardant ces trajectoires, on voit tout de suite qu'il y a un départ et puis une arborescence. Vous voyez très bien, si vous demandez à n'importe qui complètement naïf de regarder cette image, on voit très bien qu'il y a un départ ici avec une arborescence, un peu comme un arbre qui part avec des branches multiples. Ces branches multiples, on peut déjà en conclure que ce sont des neurones, des types neuronaux, en fait. Alors après, on peut demander au logiciel où se trouve quoi. Alors où se trouve le neuroépithélium ? Il se trouve là. Colore-moi le neuroépithélium en vert. Voilà, c'est là. Colore-moi les neuroblastes avec des couleurs dépendant des facteurs de transcription que j'ai isolés. Eh bien, ils sont là. Ça, c'est tous les neuroblastes. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que les neuroblastes, ils sont groupés, mais il y a quand même des différences. Parce que, souvenez-vous, les neuroblastes, à chaque division, vont avoir un facteur différent. Donc, on ne s'attend pas à trouver une petite boule bien compacte. C'est des facteurs différents. Et puis après, on sort des neuroblastes, on arrive dans les GMC ici, et puis là, on arrive dans les neurones. Alors, il y a énormément de choses qui sont intéressantes dans cette représentation, et je ne vais pas trop m'y attarder, mais une chose qui est fascinante et qui n'a pas de réponse, en fait, dans la publication, c'est ces resserrements que vous avez là. Ce resserrement ici, ces goulots d'étranglement. Alors ça, c'est fascinant parce que ça veut dire en quelque sorte que quand vous avez une population, par exemple, de neuroblastes, ils sont relativement différents les uns des autres, ils peuvent avoir des transcriptomes relativement variés, mais au moment où ces neuroblastes vont se diviser en GMC, pour continuer le truc, il va y avoir une sorte de réunification, un peu comme s'il y avait des checkpoints, si vous voulez, des endroits où il faut vraiment être sûr qu'on a bien le truc qu'il faut. Donc on a ces resserrements qui sont très curieux à mon avis. Vous voyez un resserrement ici, un resserrement là. Donc chaque fois qu'on passe un type cellulaire à un autre, on a cette espèce de goulot d'étranglement, de sablier, qui sont tout à fait intéressants, sans qu'on en ait vraiment une explication très claire.
On peut évidemment regarder les neuroblastes et leur temps d'apparition. On peut demander au logiciel de sortir un peu ce qu'on veut. Et vous voyez cette image absolument magnifique ici, c'est un agrandissement de cette représentation des neuroblastes avec ces lignes-là. Hein. Vous voyez que ça, c'est le temps, en fait, avec homothorax, eyeless, sloppy paired, dicaète, tailless. Vous voyez que ces lignées de couleurs, en fait, représentent ces neuroblastes hein, qui vont passer de l'un à l'autre. Hein. Donc celui-ci qui va passer là, celui-ci qui va passer là, qui va passer là, qui va passer là, mais qui va se regrouper parce qu'il aura la même identité que son voisin. Donc on va avoir ces lignes de neuroblastes. Hein. Ils sont absolument magnifiques. C'est très beau en fait, cette espèce d'arborescence. Et là-dedans, on va retrouver les 5 facteurs qui avaient été isolés en 2013. Et vous voyez très bien, quand on demande à l'ordinateur, au logiciel, sors-moi toutes les cellules qui sont positives pour homothorax, toutes les cellules qui sont positives pour eyeless, eh ben, elles sont dans cette population de neuroblastes. Donc ça, c'est parfait. Ça vérifie vraiment ce qui avait été montré en 2013. Ben oui, ces neuroblastes sont différents en fonction des facteurs de transcription qu'on trouve dedans. Hein. Puis ces facteurs sont ceux qu'on avait définis en 2013. Mais par contre, vous voyez tout de suite qu'il y a des cellules qui ne sont pas colorées là-dedans. Et c'est ça l'intérêt de cette méthode. Vous voyez très bien ici, par exemple, il y a une ligne de cellules grises entre eyeless et homothorax, ici, et puis ici, il y a plein de cellules grises hein, entre dicaète et tailless. Donc ce sont des neuroblastes pour lesquels on n'avait pas de facteur de transcription. Donc c'était des neuroblastes pour lesquels aucun facteur de transcription n'avait été identifié. Alors, il suffit de demander au logiciel, mais qu'est-ce qu'on trouve dans ces cellules hein, qu'est-ce qu'on y trouve? Et on y trouve d'autres facteurs de transcription, et je vais vous les montrer. La façon de voir ça, en fait, c'est une façon de dispatcher les résultats un peu différente, d'avoir une matrice avec la liste des facteurs de transcription, et puis le temps, le pseudo-temps, auquel ils sont le plus actifs. Le plus actif, ça veut dire pour lesquels on a le plus de reads, d'ADN, de séquences d'ADN. Ça veut dire qu'il y a le plus d'ARN dans les cellules, donc ils sont au maximum de leur activité. OK ? Et si on utilise cette représentativité, alors là on a, souvenez-vous, cette fameuse chaîne qui avait été définie en 2013, homothorax, eyeless, sloppy paired, dicaète, tailless. D'accord ? Quand on utilise cette représentation, eh bien voilà ce qu'on a. Homothorax, eyeless, sloppy paired, dicaète, tailless. En rouge ici, ou en jaune, le plus rouge, le plus jaune, le plus vous avez de transcrits. D'accord ? Donc on voit que précocement, dans la trajectoire des neuroblastes, quand vous prenez tous les neuroblastes et que vous faites une trajectoire de neuroblastes et que vous demandez, dans cette trajectoire, à quel moment homothorax est exprimé le plus fort ? Ben, au tout début. D'accord ? À quel moment tailless est exprimé le plus fort ? À la fin. À quel moment, etc., etc. D'accord ? Donc, ça vous permet de récapituler les temps auxquels ces facteurs sont actifs dans les neuroblastes. Et vous voyez qu'ici, les trous se remplissent. OPA, ERM, Homeobrain, escargot, tous ces gènes dont on ignorait la fonction dans les neuroblastes, mais ils sont isolés parce que, regardez par exemple, Homeobrain, ce gène-là, eh ben, il est exprimé de façon très forte dans un pseudo-temps particulier, le long de cette trajectoire, auquel d'autres facteurs ne sont pas exprimés. D'accord ? Donc on peut le classifier dans cette série de facteurs de transcription. Et on a donc ici, par exemple, regardez, entre homothorax et eyeless, vous avez ces cellules grises. Homothorax est exprimé très tôt, très fort. Eyeless est exprimé un peu plus tard, un peu moins fort. La question c'est,
qu'est-ce qui est exprimé entre homothorax et iLS? Eh bien, il suffit de regarder ici. Entre homothorax et iLS, entre ça et ça, eh bien, vous avez ces gènes-là qui sont exprimés. Donc, vous pouvez les classer ici. Pareil pour escargot, pareil, etc. Donc, vous pouvez remplir les trous, et c'est de cette façon que cette équipe arrive à finalement établir la chaîne complète d'activation de ces gènes dans les neuroblastes, qui est la suivante. Alors là encore, ça semble très compliqué, mais ça ne l'est pas du tout, en fait. Où vous avez cet ensemble de trajectoires que vous voyez là. Ici, vous avez maintenant un focus sur la partie neuronale, donc à la fin, cette partie-là. Ici, vous avez la sortie des neuroblastes. Là, vous avez les cellules GMC qui vont, elles, commencer à produire tous ces neurones. Dans les neuroblastes, vous avez maintenant 11 fenêtres temporelles, qui sont définies comme telles par les auteurs, des fenêtres temporelles, qui représentent ces couleurs rouges, jaunes que vous voyez, il y en a 11. Donc il y a 11 points temporels, si vous voulez, auxquels ces vagues de neurones sortent. 11. Il y en a 3 qui sont qualifiés de précoces, 4 qui sont qualifiés de moyennes et 4 qui sont qualifiés de tardives. Là encore, précoce, ça veut dire vous avez le neuroblaste qui se divise une fois, ça c'est précoce. Ensuite, ça continue, c'est moyen. Puis ensuite, ça continue, c'est tardif. C'est ça, c'est toujours cette série qui est divisée en 11 fenêtres temporelles. Et on part du principe qu'on connaît tous les facteurs de croissance. Alors, dans ce cas particulier, une fois que toutes les cellules grises sont colorées, une fois qu'on a identifié tous les facteurs, on peut estimer qu'on n'a pas d'autres facteurs à découvrir. Peut-être qu'il y a des cofacteurs, peut-être qu'il y a d'autres qui sont en plus que ce qu'on voit, mais pour la base, dès qu'on n'a plus aucune cellule qui ne sont pas identifiées, on peut estimer qu'on a pratiquement tout trouvé. Alors ce que vous voyez là, c'est la séquence complète. Donc cette fois, vous pouvez identifier, assimiler le dessin sur la gauche au schéma sur la droite. Okay. Le schéma sur la droite, il vous montre, en partant ici des GMC, le destin des neurones. Vous avez des neurones qui partent ici, qui partent ici, qui partent ici, qui partent ici, avec des identités différentes. Puis sur la gauche, vous avez ici les neuroblastes qui vont se diviser et qui vont donner des GMC, qui vont donner des neurones. Donc ce que vous voyez là, ces trajectoires ici, ces trajectoires là, ces trajectoires là, en fait, c'est cette trajectoire-là, cette trajectoire-là, cette trajectoire-là. D'accord ? Donc vous pouvez maintenant aller pêcher dans votre représentation de trajectoire pour mettre au point un schéma, qui soit un schéma de travail, qui est celui-ci. Alors sur ce schéma, c'est là-dessus que je vais bientôt terminer, sur ce schéma, vous avez cette série de facteurs de transcription. Alors vous voyez que c'est très intéressant. Je ne voulais pas trop rentrer dans les détails, mais juste un détail qui est vraiment intéressant. C'est que vous voyez que certains facteurs de transcription, on n'est plus dans un schéma discret. La semaine passée, vous vous souvenez, je vous ai assommé en vous disant que c'était hunchback, crupple, PDM, etc. Là, vous voyez qu'on commence à avoir des combinatoires. C'est plus qu'on a un seul facteur, mais on a au départ un facteur, et puis ensuite, quand on active OPA, ben on a encore un peu d'homothorax. Et puis, vous voyez des choses très bizarres. Par exemple, OPA, ici, il est activé dans ce neuroblast, il est activé dans ces neuroblastes, puis ensuite, il n'est plus là, mais il réapparaît. D'accord ? Donc, il y a certains facteurs qui sont utilisés plusieurs fois dans des systèmes combinatoires. Et d'ailleurs, OPA, si vous avez regardé en grand détail cette distribution que je vous montrais tout à l'heure, regardez OPA. Où est-il OPA. OPA, vous voyez qu'il est actif ici, plus rien, actif ici. D'accord ? Donc c'est ça qui détermine le schéma que je vous montrais. Il est actif 2 fois. C'est le seul dans la série qui est actif 2 fois. Et donc quand vous mettez au point ce schéma, ben, vous dites dans quel neuroblast il est actif ? Ben, il est actif ici en même temps que ERM, et puis il est de nouveau actif ici en même temps que SLPPR et que cet autre gène. Donc, c'est des combinatoires qui font que chaque neuroblast va être différent de l'autre. Alors, je vous ai pris 2 exemples juste pour matérialiser un peu ce que ça veut dire, ces destins
neuronaux, en fait. Je vous montre un exemple ici de ce neuroblaste qui se divise, se divise, se divise, se divise, se divise, qui donne cette GMC, qui va donner des neurones qui vont être distingués de par l'activité d'une voie de signalisation qui est très très intéressante et dont on va discuter amplement la semaine prochaine, qui est la voie Notch. C'est une voie qui est extrêmement utile dans l'horloge de segmentation, qui n'a rien à voir là-dedans. Donc vous voyez ici avec un notch, avec un notch nucléaire, enfin peu importe, mais avec différenciation, différenciation, et puis vous arrivez à un type de neurone ici qui s'appelle TM20. Eh bien, vous pouvez reconstituer ce trajet, ou ce trajet est reconstitué par ce séquençage de cellules uniques. Vous partez ici de neuroblaste, de neuroblaste, de neuroblaste, vous faites une GMC, vous allez différencier, 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 et vous arrivez ici sur TM20. D'accord ? Donc, si vous voulez, ce schéma-là, sur la droite, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis que le schéma sur la gauche. Parce qu'on pourrait rajouter des tas d'étapes différentes avec des toutes petites modifications de facteurs, etc. Là, on est au point où on schématise en fait ces résultats pour qu'ils deviennent un peu plus clairs. Ce TM20, en fait, ça code pour des neurones qui sont de type cholinergique. C'est des neurones qui communiquent, si vous voulez, qui fonctionnent en relâchant de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur classique. Vous prenez maintenant 2 divisions de plus de ces neuroblastes. Tac, tac. On descend, maintenant avec une notch qui est un peu différente. Vous arrivez à ce DM3, ici. Alors, où est-il? Tac, 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 tac. Vous arrivez sur DM3. DM3, sont des neurones, c'est un groupe de neurones ici, qui sont en fait glutamatergiques. Des neurones qui fonctionnent avec le glutamate comme neurotransmetteur. Je ne vais pas vous ennuyer avec ce qu'ils font. C'est des neurones qui, fonctionnellement, donnent des signaux qui sont très différents, selon que vous êtes cholinergique ou glutamatergique. Mais vous voyez que vous pouvez mapper pratiquement chaque neurone grâce à cette analyse en trajectoire et en pseudo-temps. Donc c'est vraiment un très très beau travail. Alors comment ces fenêtres temporelles, comment ces 11 fenêtres sont-elles fixées dans le temps? Ça c'est la dernière partie de cette publication que je voulais vous montrer. Je vous remontre, souvenez-vous, ce 2001, avec cette conclusion comme quoi il y avait un besoin d'une horloge supplémentaire pour expliquer cette chaîne d'événements qui n'était pas explicable d'un point de vue purement génétique. Alors, dans cette étude du laboratoire de Claude Desplan, il y a beaucoup de génétique derrière, et puis ils arrivent à cette conclusion. Avec ces modules génétiques, il y en a 3. Il y en a un précoce, qui démarre avec homothorax, un central, qui démarre avec Hyles, et puis le dernier qui démarre avec Dickett. Tout ça, c'est le résultat d'expériences génétiques dont je ne vais pas vous parler, je ne les ai même pas lues en entier moi-même, c'est vraiment compliqué, mais c'est le schéma final avec tel gène qui est actif, tel gène qui est actif, tel gène, etc. Et c'est comme ça qu'on voit qu'ils peuvent superposer en fait ces 3 modules génétiques à ces 3 grandes fenêtres temporelles qui sont divisées en 11 fenêtres différentes. Et ces auteurs proposent que cette chaîne d'événements, de boucles de régulation, donc d'épistasie, est suffisante pour expliquer le temps de génération des neuroblastes et des neurones. La conclusion de cette étude, je l'ai copiée en bas pour vraiment vous offrir une traduction la plus claire possible. Nous avons donc identifié la plupart, sinon tous, les facteurs de transcription du système, etc. Nous montrons que ces facteurs participent à la progression de la série temporelle. Et c'est là que je trouve qu'il y a une sorte de... C'est un peu mitigé. Vous vous souvenez la première phrase, le résumé, je ne vais pas vous le remettre, mais il disait on montre il y a une causalité. Là, à mon avis, je pense qu'il y a dû avoir probablement peut-être des commentaires de référés anonymes qui disent peut-être la causalité n'est pas formellement démontrée, donc ce serait peut-être mieux de mettre participe. Participe, ça veut dire qu'on a d'un côté cette chaîne de différenciation des neurones, des neuroblastes. De l'autre côté, on a cette chaîne génétique que je vous ai décrite, et puis les auteurs mettent l'une comme étant causale de l'autre, ce qui est très, très vraisemblablement le cas, mais ce n'est pas formellement, etc. Donc peut-être participe, c'est mieux que est responsable de, ou bien sous-tend, ou etc. Donc les mots sont toujours importants. Et puis je voulais terminer aujourd'hui
mais peut-être n'est-ce pas tellement utile, mais je voulais simplement vous dire que cette stratégie de trajectoire neuronale de cellules souches qui se divisent de façon asymétrique a aujourd'hui été démontrée comme étant aussi au travail dans plusieurs systèmes chez les mammifères, chez les amniotes, notamment dans le système de la rétine. Alors je vais sauter ce que je voulais vous montrer, ce n'est pas tellement important, mais juste cette image-là, pour vous montrer quelque chose qui est à la fois inattendu, mais pas tellement inattendu finalement, a posteriori, comme d'habitude, hein, a posteriori, pas tellement inattendu. C'est une analyse qui a été faite dans la rétine, qui est résumée dans cette revue. Et ce que vous voyez, c'est que dans la rétine de la souris, en fait, on retrouve un système, alors qui est évidemment beaucoup plus compliqué, parce que le nombre de cellules est phénoménalement plus élevé, donc c'est plus compliqué à analyser, etc. Mais on retrouve une série de facteurs de transcription qui sont allumés dans les cellules souches des neurones de la rétine de la souris. Et de façon très curieuse, on retombe sur des gènes qui sont ce qu'on appelle des gènes orthologues de gènes de la mouche, c'est-à-dire des gènes qui, quand vous remontez à plusieurs centaines de millions d'années dans le passé, vous trouvez que c'était le même gène chez l'ancêtre. Hein. Vous savez que nous partageons nos gènes à 80x% avec la mouche, en fait. Mais évidemment, nous avons eu le temps d'évoluer un peu nos gènes, donc ce n'est pas toujours évident de savoir lesquels sont lesquels. Puis la mouche en a que nous n'avons plus, et nous en avons que la mouche n'a plus. Mais dans ce cas-là, on retrouve des gènes orthologues, donc des gènes qui clairement sont les mêmes chez la mouche. D'accord ? Eh bien, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Le gène hunchback chez la mouche, en fait, est orthologue à un gène qui s'appelle Icaros chez nous, et qui, comme par hasard, est impliqué dans une chaîne épistatique que l'on observe dans les progéniteurs de la rétine de souris. Et puis un autre gène ici, POU2F, qui, comme par hasard, est orthologue à ce gène PDM. Et puis le gène Castor, il existe aussi, et puis ces gènes-là sont aussi impliqués dans le développement de la rétine. Mais notez bien qu'on n'est pas là dans la médulla, hein. On n'est pas avec une orthologie dans la médulla. On est là, une comparaison avec le VNC de la mouche, ce dont je vous parlais la semaine passée. D'accord ? Donc il semble que dans notre rétine, notre cortex également, mais je ne vais pas en parler ce soir, mais dans notre rétine, on a un système qui ressemble beaucoup à ce système chez la mouche, sauf qu'il ne ressemble pas au système visuel chez la mouche, il ressemble au système qui est mis en place dans la corde ventrale, dans l'embryon. Et en fait, ça a un certain sens finalement, parce que, encore une fois, ce qui est important, probablement, c'est de recycler le transistor, c'est de recycler le module, si vous voulez, la stratégie générale. Et finalement, les gènes à l'intérieur de cette stratégie générale qui vont faire le travail peuvent évoluer de façon extrêmement flexible, qu'on soit dans un système X ou un système Y, et peut-être, pour des raisons X ou Y, nous avons gardé dans la détermination de nos neurones rétinaux le système qui fonctionne, les membres du système qui fonctionnent dans la mouche, non pas dans le système visuel, mais dans le système de la corde, de cette corde ventrale. Voilà, je voulais vous dire 2-3 autres choses, mais je vais arrêter là. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de cette histoire de trajectoire, et j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler un jour ou l'autre. J'aurai sûrement le plaisir un jour ou l'autre de vous en reparler. Et puis la semaine prochaine, comme je vous le disais, on va démarrer l'horloge de segmentation. Bonne soirée.